Bonjour à tous. Donc, on est ravis aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de notre webinaire dédié à la gastronomie et au droit de la propriété intellectuelle. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle fondé en 2004 par Nathalie Dreyfus. Donc, nous sommes membres de la CNCPI qui garantit nos compétences dans le cadre de la propriété intellectuelle ainsi que notre indépendance et notre éthique professionnelle. On a une expertise qui est dédiée à la propriété intellectuelle et également à l'économie numérique et à tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc, notre ADN, c'est de vous protéger dans le monde virtuel autant que dans le monde réel. On a une vision de la propriété intellectuelle à 360 degrés avec des compétences transverses. Donc, notre cabinet est composé de juristes pour l'aspect juridique et d'ingénieurs pour l'aspect technique. On a une équipe qui est orientée business partner, qui est disponible, réactive et plutôt dynamique. On fonctionne dans une démarche de transparence et on a développé des outils sur mesure pour nos clients, dont notre plateforme Dreyfus IP Web qui permet à nos clients d'accéder à leurs dossiers à tout moment. Donc, notre expertise, comme je le disais, concerne tout d'abord la propriété intellectuelle avec donc le droit des marques, des dessins et modèles ou encore le droit d'auteur. Également les nouvelles technologies avec tout ce qui concerne les noms de domaine et les réseaux sociaux et également des matières annexes à ces sujets dont le droit des contrats, tout ce qui concerne le contentieux et également les questions de compliance. Pour ce webinaire, on a réuni une équipe 100% féminine. Donc je serai accompagnée de Lida et d'Emma, toutes les deux juristes au sein du cabinet. Alors, on va tout de suite passer du coup dans le vif du sujet. Donc, le programme pour aujourd'hui, il va s'articuler autour de 3 axes. Donc, on va voir dans un premier temps la stratégie online et la présence de l'entreprise sur Internet. Ensuite, on va aborder les différentes possibilités de protection grâce à la propriété intellectuelle. Et on finira sur comment se protéger dans le monde réel et dans le monde digital. Alors, sur la stratégie online et la présence sur Internet. Donc, avec l'assouplissement des mesures sanitaires, le secteur de la cuisine, la gastronomie, etc., ça connaît une importante croissance. C'est pour ça qu'il est très important de penser à vous protéger pour pouvoir sécuriser votre exploitation et assurer votre activité de façon paisible. Donc, votre stratégie de production, elle va devoir miser sur plusieurs points. Donc, premièrement, votre site Internet, votre marque et les noms de domaine, le e-commerce et votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, pour commencer la création du site, vous allez avoir les mentions légales. Donc, procéder à la rédaction de ces mentions légales, c'est très important et c'est surtout obligatoire. Et les mentions légales, elles vont devoir fournir différents types d'informations sur la société et sur l'hébergeur, notamment des informations qui vont être relatives à l'identification, l'activité. Il va y avoir des mentions qui vont être relatives à l'utilisation des cookies et à l'utilisation des données personnelles. Pour les sites de e-commerce, il va aussi falloir que ces mentions contiennent des informations relatives à la vente. C'est très important de ne pas les oublier puisque sinon, vous serez pénalisé par une sanction de 1 500 €. Alors, les précautions à prendre lors de la création de votre site Internet. Donc, il faut être très vigilant lorsque vous traitez de données personnelles parce qu'il va être nécessaire de respecter le RGPD qui établit des règles très strictes. Donc, notamment en matière de cookies, à savoir un cookie, c'est une suite d'informations de petite taille qui va être identifiée par un nom et qui peut être transmis à votre navigateur par un site Internet sur lequel vous allez vous connecter. Donc, en matière de cookies, il y a plusieurs règles. Tout d'abord, il faut toujours informer l'utilisateur de la finalité des cookies. Demander le consentement avant de récolter le cookie. Donc, ça va généralement être par l'acceptation d'un petit formulaire qui prend souvent la forme d'un bandeau, par exemple, sur votre site Internet. Et toujours laisser le choix à l'utilisateur. Donc, il y a également une durée maximale de la conservation de ces cookies, et qui ne peut dépasser 13 mois.
Ensuite, en ce qui concerne les campagnes d'email, pareil, il va toujours falloir récolter le consentement, permettre de pouvoir se désabonner facilement et toujours être transparent dans tout le processus. Donc, pour les sites de e-commerce, il y a un certain nombre de particularités et de précautions à prendre concernant les contrats à distance. Donc, tout d'abord, vous avez l'obligation d'information de l'offre qui va prendre la forme des conditions générales de vente qu'on va aborder tout de suite après. Vous avez également la formalité du double clic. Donc, en fait, sur un site de e-commerce, pour qu'une commande soit valablement conclue, le client, il doit pouvoir, avant de confirmer, vérifier une première fois le détail et le prix total de ses achats et de pouvoir corriger d'éventuelles erreurs. Donc, le consentement, il va se matérialiser par un double clic, donc 2 clics de souris. Le premier pour valider la commande et le second clic pour confirmer définitivement la commande après avoir pu la vérifier et au besoin la corriger. Donc, en l'absence de double clic ou d'information sur l'obligation de paiement, la vente va être considérée comme non valide. Donc, c'est très important de prendre ça en considération et également d'accuser réception de la commande. Une fois que la commande est terminée, il faut que le vendeur puisse accuser réception par voie électronique, donc souvent par le biais d'un email, et sans délai injustifié, sauf si le contrat a été exclusivement conclu par courrier électronique. Donc, une autre particularité en matière de site de e-commerce, notamment les conditions générales de vente. Qu'est-ce que sont les conditions générales de vente? Ce sont des informations obligatoires que le vendeur doit fournir à la personne qui achète un produit ou un service. À ce propos, la loi exige que certaines informations soient clairement présentées, telles que le prix, les conditions de livraison, les délais de livraison ou les coûts associés au service, et ce, sous peine de sanctions qui peuvent s'élever à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. En matière de réseaux sociaux, les réseaux sociaux présentent plusieurs intérêts. Donc, parmi ces intérêts, augmenter sa visibilité, développer sa notoriété, augmenter le trafic de son site web, faciliter la communication avec le consommateur, mener des campagnes marketing à moindre coût et mieux connaître ses clients et leurs retours. Il s'agira ici effectivement de définir ses objectifs, d'identifier sa cible, de déterminer le type de contenu que l'on peut produire et enfin de comprendre les codes propres au réseau et se former sur leurs utilisations. Donc, en matière de gastronomie, on a plusieurs possibilités de protection. Donc, tout d'abord, en matière de droit d'auteur. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des prérogatives dont dispose un auteur ou ses ayants droit sur des œuvres de l'esprit originales, définissant notamment l'utilisation et la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Il protège différents types d'œuvres comme les œuvres littéraires, les œuvres graphiques ou encore des créations de mode et audiovisuelles, etc. Mais plusieurs conditions pour pouvoir accéder à ces droits d'auteur. La première, c'est la forme. Toute création doit avoir une forme qui nous permet de déterminer l'étendue de la protection. Elle doit être identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication. Cela va être le cas pour les principaux contenus qui apparaissent sur les blogs, des vlogs, les comptes Instagram, les chaînes YouTube des influenceurs, par exemple, des textes, des photographies, etc. La deuxième condition relève de l'originalité de la création. La définition classique d'originalité est liée à la personnalité de l'auteur qui s'exprime à travers ses choix dans le processus de réalisation de l'œuvre. Les œuvres audiovisuelles et photographiques, quant à elles, jouissent de la présomption d'être des œuvres de l'esprit. Les contenus publiés par les influences... Excusez-moi. Donc, en quelques mots, le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est une absence de formalité de protection, sauf aux États-Unis qui, eux, présentent certaines conditions de formalité, une durée de 70 ans post-mortem et des conditions, attention, différentes selon certains pays. Donc, en France, on a un régime qui est assez protectionniste avec de nombreuses conditions et de nombreuses informations à prendre en compte. Donc, concernant les arts culinaires, est-ce que ceux-ci sont protégeables par le droit d'auteur?
Concernant les recettes de cuisine, il y a une absence de protection dans le fond. La recette de cuisine ne sera pas protégeable de par sa saveur ou de par son goût. En effet, celle-ci est appréhendée par la jurisprudence française d'un point de vue technique, consistant à combiner des ingrédients comestibles afin d'obtenir un produit fini destiné à être consommé par le consommateur. En revanche, la recette va potentiellement être protégée dans sa forme sous deux axes. D'une part, la recette peut être considérée comme une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur pour sa rédaction, sa présentation. La protection ne portera pas donc sur le goût et le rendu final, mais plutôt sur la rédaction de la recette. Donc, s'il y a une forme d'humour, une certaine forme de rédaction originale, alors celle-ci pourra être protégée. Et d'autre part, la recette peut être considérée comme protégeable au sein d'un ensemble qui est la base de données. Ainsi, par exemple, le livre de recettes, le site contenant des recettes comme par exemple le Marmiton, pourrait être protégeable dans sa classification, pourrait être protégeable, pardon, de par une classification qui serait originale et innovante. Oh, excusez-moi, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Donc, les créations gastronomiques aussi ou culinaires peuvent être également protégées par la propriété industrielle, donc soit par le droit des marques, par le droit des dessins et modèles ou encore par le droit des brevets. Donc, on va commencer tout de suite par le droit des marques. Alors, de la même façon, le droit des marques doit répondre à certaines conditions. Donc, pour être protégée, une marque doit être distinctive, licite et disponible. Alors, en matière de création culinaire, on pourrait s'intéresser surtout aux marques gustatives et olfactives. Alors, celles-ci ont été rendues possibles par l'introduction du paquet marque, mais cependant, elles sont assez difficiles à faire enregistrer parce que c'est assez compliqué de les représenter et afin de remplir les conditions requises. Également, quand on dépose une marque, on doit désigner ce qu'on appelle des produits et des services. Donc, c'est toute une liste de ces produits et services qu'on appelle le libellé. Et en fait, il faut faire très attention à la rédaction de ce libellé car c'est son étendue qui va... Enfin, c'est exactement les produits et services que l'on désigne qui vont déterminer l'étendue de la protection de votre marque. Alors, donc avec le droit des marques, on peut protéger par exemple le nom de sa création culinaire, donc le nom de votre recette ou quelque chose que vous aurez inventé dans ce domaine-là. Par contre, le nom ne doit pas se limiter aux termes indiquant les produits utilisés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir un terme, enfin un nom en tout cas, qui va décrire ce que vous voulez protéger. Donc, par exemple, mon huile de homard pour de l'huile de homard a été refusée à l'enregistrement par l'Office français. Et également, il faut bien tenir compte du fait que la marque protège le nom et non une recette. Donc, un tiers pourra toujours avoir la possibilité de reproduire votre recette ou votre création en la présentant sous une autre appellation. Alors, on peut également déposer son nom à titre de marque et c'est ce que font de grands chefs de renommée. Donc, par exemple, Cyril Lignac ou Pierre Hermé ont déposé leur nom patronymique en tant que marque. Donc, c'est une possibilité, effectivement. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas porter atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers qui aurait le même nom que vous. Et encore, c'est une possibilité, mais elle peut contrevenir au fait qu'une personne très connue ait déjà enregistré son nom patronymique pour les mêmes produits et services que vous. Et ça a été porté devant le IPO. Ça a été un sujet qui a été envisagé devant le IPO pour Lionel Messi, donc le célèbre footballeur. On a considéré que le public pertinent ne pouvait pas faire abstraction du fait que Lionel Messi se référait à ce genre de foot, et en l'occurrence, c'était pour des vêtements. Alors également, la marque a une portée territoriale, c'est-à-dire que la marque va être protégée dans le pays dans lequel vous l'avez déposée. Donc, si votre activité n'a pas vocation à s'exercer en France seulement ou dans un pays en particulier, mais sur plusieurs territoires, il faudra envisager une protection plus étendue. Donc, il y a 3 possibilités majeures, si je puis dire. C'est d'une part déposer votre marque pays par pays. Donc, par exemple, vous allez déposer votre marque en France, ou également, vous pouvez bénéficier d'un dépôt unique au sein de l'Union européenne qui va vous permettre de protéger votre marque dans tous les pays de l'Union.
ou encore bénéficier du système de la marque internationale qui vous permet en un seul dépôt de désigner plusieurs territoires. Alors, également, un point d'attention, c'est ce qu'on appelle la déchéance par dégénérescence. Donc, il est fréquent qu'une marque, qui était à l'origine une marque, devienne ce qu'on appelle une désignation usuelle. Donc, ça a été le cas du stabilo, par exemple, qui est aujourd'hui un terme communément utilisé pour désigner un surligneur, alors qu'à la base, c'était une marque. Et il en va de même donc, pour les recettes. Ça a été le cas pour le Paris-Brest, à l'origine, qui était un nom totalement distinctif de ce que la marque devait désigner. Et en fait, aujourd'hui, on l'utilise pour n'importe quelle pâtisserie qui se rapproche du Paris-Brest. Donc, il faut faire attention quand on dépose une marque à la défendre, c'est-à-dire que vous devez vous opposer à des tiers qui voudraient l'utiliser pour éviter qu'elle tombe justement en déchéance. Alors, après le droit des marques, dans le domaine culinaire, on peut aussi bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles. Donc, les dessins et modèles ont vocation à protéger l'apparence d'un produit, donc notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou encore les matériaux que vous utilisez. Alors, le droit des dessins et modèles doit répondre à deux conditions. Donc, d'une part, le caractère individuel, le caractère propre, et en second temps, la condition de nouveauté. Donc, vous ne devez pas avoir déjà divulgué votre dessin et modèle. Alors, le dessin et modèle vous permet, donc, dans le cadre de la gastronomie, de protéger généralement l'esthétisme de votre création culinaire. Et on observe aujourd'hui une multiplication des dépôts devant l'INPI, donc l'Office français de demande de dessin et modèle dans ce secteur d'activité. Alors, par exemple, le chef Alain Passard à ce titre bénéficie à ce titre de la protection par le droit des dessins et modèles de sa célèbre tarte aux pommes. Alors, ce n'est pas du tout celle qui est en photo sur cette slide, mais en fait, c'est une tarte aux pommes sur laquelle les pommes sont disposées en forme de rose. Donc, c'est une recette qui a quand même fait le tour des réseaux sociaux ces dernières années. Et le tribunal de grande instance de Paris a considéré que Alain Passard pouvait bénéficier de cette protection parce que cette formalisation de la tarte aux pommes n'était pas quelque chose de connu dans le secteur de la cuisine. Alors, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cadre des dessins et modèles, effectivement, c'est de démontrer la nouveauté par rapport à ce qui existe déjà et par rapport à des dessins et modèles qui existeraient déjà. Et l'INPI va chercher à démontrer que la forme de votre création ne s'éloigne pas suffisamment de ce qu'on connaît dans le secteur de la cuisine. Alors également, toujours dans le cadre de la propriété industrielle, on peut bénéficier d'une protection par le droit des brevets. Donc c'est un droit qui est quand même plus difficile à acquérir parce que en fait, le brevet vous permet de protéger une solution technique dans le cadre de la cuisine et au contraire, on ne peut pas protéger l'apparence esthétique d'une recette ou d'une recette. Donc, effectivement, elle doit répondre à plusieurs conditions, et notamment donc, la nouveauté, et ça doit être une invention qui permet d'apporter une solution technique à un problème donné, et qui doit être d'application industrielle. Donc, ça doit être une invention qu'on peut effectivement utiliser dans votre secteur d'activité. Alors, dans l'application aux recettes de cuisine, effectivement, le droit des brevets prévoit de pouvoir déposer un brevet pour des aliments ou pour le traitement des aliments ou des méthodes de fabrication ou du coup des recettes. C'est tout à fait possible et ça a été le cas pour Joël Robuchon, qui est titulaire de brevets, ou qui a été en tout cas, et notamment un brevet qui permettait de confectionner une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule. Et donc, effectivement, c'était un problème dans le cas de la confection d'une soupe et il a apporté une solution à ce problème, ce qui a pu être protégé par le droit des brevets, ou encore un brevet s'agissant d'une recette à base de cendre, qui est un poisson de rivière et qui normalement ne peut être travaillé que quand il est frais. Et il a obtenu un brevet afin de produire des plats pré-cuisinés avec ce poisson. Alors, on va passer à la dernière partie, donc comment établir une stratégie de protection dans le monde réel et dans le monde digital. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se protéger sur Internet, c'est très important d'enregistrer ses noms de domaine, parce
que le nom de domaine, c'est un actif qui est extrêmement important en entreprise. Il présente plusieurs intérêts. Donc, tout d'abord, c'est une source de revenus. Il va permettre de renforcer l'identité de votre entreprise et de votre marque. Évidemment, il va permettre de favoriser la communication sur Internet et également de lutter contre le cybersquatting et tous les risques qui vont y être liés. Donc, c'est très important de prévenir plutôt que de guérir. Donc, il faut enregistrer ce nom de domaine au moment où vous allez procéder au dépôt de votre marque pour pouvoir bénéficier d'une protection complète dès le départ. Et aussi, c'est très important de penser à enregistrer selon votre présence géographique et selon votre domaine d'activité. Donc, comme vous pouvez le voir et qui sont en train de s'afficher, on a tout un panel d'attentes possibles sur Internet. Donc, on peut citer notamment l'usurpation d'identité, la création de faux comptes sur les réseaux sociaux, de publication de fausses offres d'emploi, la présence de serveurs ENIX, qui sont des serveurs mail qui vont servir de base au phishing, la création de faux sites web, la fraude au président ou notamment le phishing, par exemple. Donc, en fait, gérer sa marque sur Internet, ce n'est pas seulement le fait de procéder au dépôt et au renouvellement de la marque, mais c'est bien de construire toute une stratégie sur Internet. Donc, c'est important pour cela d'investir dans une stratégie qui va être à la fois protectrice et défensive. Donc, pour cela, il va falloir anticiper les différents besoins que vous allez avoir en nom de domaine au moment du lancement de vos projets. Donc, il faut vraiment y penser dès la genèse de votre projet. Évaluer les risques qui vont être liés au développement de nouvelles marques au regard de la vulnérabilité qu'elle va pouvoir avoir sur Internet. Également, définir une politique d'enregistrement de nom de domaine. Ça ne sert à rien de multiplier les enregistrements un petit peu inutiles. Il faut enregistrer intelligemment et également définir une politique de gestion des réseaux sociaux. Donc, connaître pour mieux se défendre. Il s'agit ici, pour se protéger, de faire un audit avec des recherches d'antériorité en obtenant une photographie de ce qui existait déjà. Les recherches, elles s'étendent parmi les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes ou encore une fois les noms de domaine. Et face à ces risques, on a différents types de services qui peuvent se mettre en place. Dans un premier temps, on va du coup étudier de manière technique les aspects de propriété intellectuelle et d'IT qui pourraient être mis en cause et ensuite mettre en place des actions pour bloquer un nom de domaine, pour désactiver les services fournis par un tiers, désactivation d'une page de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. On peut également transférer des noms de domaine à un tiers et la rédaction et dépôt de plaintes UDRP. Pardon. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que nous avons répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter si besoin et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.